Merci d'avoir accepté, malgré ton emploi du temps particulièrement chargé et cet engagement inlassable dans la campagne présidentielle de François Bayrou. Merci de venir à Gibran à l'occasion de la publication de ton dernier livre, Mondialisation, la France à contre-emploi. Mais avant que tu n'interviennes, permets-moi de te présenter à tous vos amis qui sont ici. Jean Ortis, depuis de nombreuses années, un homme politique d'expérience dont les qualités sont reconnues. Sénateur de la Mayenne, très écouté au sein de notre groupe de l'Union centriste, ça je puis en attester. Il est également le président de la commission des finances du Sénat, et ses avis comptent et font date. Il est une référence. Dois-je rappeler qu'il a été ministre de l'économie et des finances de la participation de 1995 à 1997. Jean, pour être comprise et acceptée, donc efficient, les réformes doivent être expliquées, sinon c'est le blocage assuré. Et bien pour Jean Ortis, les questions importantes doivent faire débat. Enfin, Jean est un homme de conviction et un politique visionnaire et moderne. Cher Jean-Claude, monsieur le maire, cher Michel, cher Arnold, cher Louis, chers amis, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir à Gibran, dans le cadre de la campagne des élections présidentielles. Merci Jean-Claude de m'avoir invité et crois bien que je vis ce moment comme un privilège. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai gardé un merveilleux souvenir de notre campagne de 2004 à l'occasion des élections régionales. Je retrouve les visages de policiers et d'amis. Et je me souviens, par exemple, de la visite à Saint-Hermine, une entreprise qui était spécialisée, et qui l'est toujours, je pense, dans la plume de canard. Et Michel Pétain m'avait dit, tu verras, c'est ce qui se fait mieux dans les hautes technologies. Et j'avais du mal à imaginer ce que pouvait apporter la science dans une activité qui, à mes yeux, était à ce point traditionnelle. J'avais rencontré un chef d'entreprise qui m'avait beaucoup impressionné, et qui était allé lui aussi à la conquête du monde, de voir ce qui se faisait en Chine et ailleurs, et qui avait fait de la plume de canard un isolant concurrençant la laine de verre pour le bâtiment. Je ne sais pas où en est son projet sur le plan commercial, mais j'avais trouvé la démarche très originale, très intelligente. Il n'avait pas hésité à recruter une jeune femme, ingénieure chimiste, et qui participait à la mise au point de ce produit. C'était, à mes yeux, l'illustration de la créativité, de l'esprit d'entreprise, de la capacité à réunir l'intelligence et l'entreprise, à ne pas hésiter à faire venir dans des PME des jeunes issus d'enseignement supérieur. Je vais résumer ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce livre dont tu as rappelé la publication, cher Jean-Claude. Et puis, je vous dirai quel est le projet de François Bayrou, s'agissant de l'économie, s'agissant de ce qu'il appelle la social économie. Social économie, ça veut dire qu'on ne fait pas de distinction entre l'ambition sociale et l'ambition économique. Naturellement, la politique est au service des hommes, mais il n'y a pas d'ambition sociale qui tienne là où l'économie n'est pas compétitive et prospère. Et c'est en cela qu'il nous paraît important de parler de mondialisation. La mondialisation, on n'en parle pas énormément dans la campagne électorale. Et à mon avis, on n'en parle pas suffisamment. Et c'est parce que je pressentais cela que j'ai tenu à écrire ce livre et à le publier dans le courant du mois de février, au moment où s'enclenchait la campagne électorale. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'au fil des années, j'ai acquis quelques convictions que j'ai souhaité faire partager. Nous avons conçu des lois, des règlements, mis en forme des modes de financement de la protection sociale, à une époque où l'économie était essentiellement nationale et relativement étanche.
À partir du moment où nous entrons dans une économie européenne et a fortiori dans une économie mondiale, nous devons nous demander si certaines de ces réglementations, certains de ces modes de prélèvements obligatoires ne jouent pas contre notre objectif de faire de la croissance et de créer de l'emploi. Et c'est vrai qu'on attire les capitaux du monde entier. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont détenus par les pays qui nous vendent de l'énergie, qui nous vendent du pétrole, qui nous vendent du gaz, qui nous vendent des biens de consommation tels que la Chine. Et ces pays-là ne savent pas où investir les capitaux qu'ils détiennent. Alors, des capitaux importants, des capitaux étrangers s'investissent en France. Mais ils s'investissent dans l'immobilier, dans les beaux immeubles au cœur des grandes villes, à Paris ou sans doute à La Roche-sur-Yon ou à Nantes. Mais en s'investissant ainsi, on fait exploser les prix. C'est l'inflation de la valeur des immeubles dans le cœur des villes. Et on chasse bien souvent les habitants en périphérie et certainement bien loin des endroits où ils travaillent. Le déficit public en 2007 sera d'au moins 40 milliards d'euros. Il faudra donc émettre 40 milliards de bons du Trésor qui seront souscrits notamment par des investisseurs étrangers. Mais il faudra émettre également des bons du Trésor en 2007 pour financer les emprunts antérieurs qui viennent à échéance. L'État, vous savez, est très endetté, près de 1000 milliards d'euros. La dette qui a été contractée au fil des années vient en partie à échéance en 2007. Il faudra en 2007 rembourser 90 milliards d'euros. Comment croyez-vous qu'on va rembourser ces 90 milliards? Eh bien, en émettant 90 milliards d'emprunts supplémentaires. Et les capitaux étrangers participent au financement de ces dettes. Et puis, dans les investissements, il y a le rachat d'un certain nombre de PME par des fonds d'investissement gérés depuis Londres ou bien New York. Et lorsque l'investissement est fait, naturellement, on s'en réjouit, on investit en France, mais ce qu'on ne va pas bien voir, c'est que derrière l'investissement, on envoie les experts, les auditeurs, qui très vite constateront que si on déplaçait l'usine en Europe centrale, au Maghreb ou bien en Chine, ce serait infiniment plus rentable. Et voilà que cet investissement ne participe en aucune façon à un renouvellement du parc productif, à la création de richesses et à la création d'emplois. Les délocalisations, c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter devant vous. On en parle depuis un certain temps, mais il est convenu de considérer que ça n'est pas grave, que c'est le textile, la chaussure, l'électronique en public, l'horlogerie ou bien le jouet. Mais quand on y regarde de près, les choses ont beaucoup évolué. Et les plus hautes technologies peuvent également se délocaliser. Il n'y a pas si longtemps, le président de la République, Jacques Chirac, était en Chine. Et il a annoncé que Airbus construirait une usine d'assemblage au sud de Pékin pour l'Airbus A320. Alors on nous dira, mais c'est pas grave, c'est pour le marché chinois. C'est normal qu'on produise des Airbus en Chine pour les Chinois, bien sûr. Mais on nous fera le coup de la Logan. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsque Renault a annoncé le lancement de la Logan en Roumanie, ils sont des inquiétés. On nous a dit, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pour les marchés émergents. Et puis 2 ans plus tard, on nous a dit, mais vous avez vu cette voiture, la Logan, elle roule. Et puis elle n'est pas chère. Pourquoi voulez-vous priver les Français d'une voiture à si bon marché? Et voilà qu'elle est arrivée chez nous. Et l'Airbus A320, lorsqu'il sera fait en Chine, on nous dira, mais vous savez, c'est quand même moins cher que l'Airbus que l'on fabrique à Toulouse. Et pourquoi voulez-vous priver les Vendéens qui aiment bien de temps en temps partir à la conquête du monde de prendre un avion qui coûte moins cher? Donc, c'est son devoir que ces phénomènes peuvent s'arrêter, que tout peut continuer en l'état, parce que les entreprises, elles sont entre l'enclume de nos réglementations, de nos impôts de production, que sont notamment certaines cotisations sociales, des réglementations souvent très tatillonnes, et puis de marteau des prix. Et un certain nombre d'entre elles sont tentées d'aller pas ailleurs, parce qu'elles ne résistent pas à cette tenaille administrative, le poids des prélèvements et des règlements, puisque l'autre pays leur donne la possibilité de produire dans des conditions infiniment plus compétitives. Nos difficultés à nous adapter. Je dis que la France était à contre-emploi dans la mondialisation parce que nous n'avons pas anticipé les conséquences de la mondialisation, parce que nous avons un ensemble de législations et de réglementations qui jouent contre l'emploi. Au recrutement.
Ayons donc la sagesse d'apporter un peu de flexibilité dans ces législations. Parmi les facteurs qui ont accru ces phénomènes de délocalisation, il y a certainement le rôle qu'a pu jouer une distribution moderne très concentrée autour de quelques centrales d'achat qui, dans un rapport de force avec ses fournisseurs, poussent certains d'entre eux à aller produire ailleurs. Alors bien sûr, quand on va dans le supermarché, c'est moins cher, mais n'y a-t-il pas dans notre esprit une petite contradiction? Nous voulons à la fois accéder aux biens de consommation les moins chers possibles, mais nous voulons nous-mêmes et pour nos enfants un emploi bien rémunéré avec suffisamment de cotisations sociales pour accéder à un service de soins qui ne soit pas trop coûteux et qui ouvre droit à la retraite à laquelle nous pouvons tous prétendre. Il n'y a pas très longtemps, en Mayenne, j'inaugurais une station d'épuration et je demandais au directeur local comment ça allait dans son groupe et il me disait bah, vous savez, notre propriétaire c'est un fonds d'investissement. Bon, alors comment ça se passe avec le fonds d'investissement? Leur problème c'est qu'ils veulent nous vendre. Quand vous êtes salarié dans ce contexte-là, c'est un petit peu délicat. Et il y a alors les entreprises qui se développent ont plutôt besoin d'un capitalisme familial ou d'un actionnariat salarié, en tout cas d'actionnaires qui ne sont pas sous la tyrannie du court terme et qui admettent de concevoir des projets qui s'inscrivent dans le temps. Il y a des investissements, on prendra le temps de moderniser l'entreprise, de la développer, et on ne sera pas dans l'exigence de produire presque chaque semaine des indicateurs pour que le cours boursier s'apprécie. Notre espérance doit être fondée désormais, non plus sur les très grandes entreprises cotées en bourse, mais sur les petites et moyennes entreprises, sur un réseau d'entreprises le plus dense possible, qui s'enracine dans les territoires et sur lequel nous pouvons fonder tous nos espoirs de croissance et de création d'emplois. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Méfions-nous de la financiarisation. Elle prend aujourd'hui un tour qui ne cesse de s'accélérer et il y a certainement urgence à ce que nous puissions faire du capitalisme français, mais à condition qu'il y ait des capitaux. Or la France a cette caractéristique que notre épargne, nous l'investissons largement dans l'assurance vie. Il y a à peu près 1300 milliards d'épargne dans l'assurance vie. Mais l'assurance vie, pour être bien gérée, s'investit dans les obligations, s'investit dans les fonds du Trésor, finance le déficit public, mais participe peu au financement de l'économie productive, un peu dans les actions cotées du CAC 40 parce qu'il y a un marché qui permet de vendre sans difficulté les actions. C'est plus difficile quand il s'agit de PME, mais cette épargne-là, qui devrait s'investir dans l'économie, est peu présente dans les petites et moyennes entreprises, et sans doute. Donc tout ce qui peut contribuer à stabiliser l'épargne est une bonne mesure. Pour ma part, j'ai même imaginé qu'on puisse accorder plus d'importance aux coopératives et aux mutuelles. Car s'il est vrai que pendant un certain temps, j'ai manifesté des critiques, quelquefois, à l'égard du monde mutualiste et coopératif, parce qu'il était acteur économique, mais il n'avait pas les mêmes impôts, les mêmes contraintes que ses concurrents, et ceci pouvait, dans certaines circonstances, fausser la concurrence. Cet argument-là est pratiquement sorti de notre environnement, puisque des lois ont été votées qui mettent pratiquement à parité les différents opérateurs. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la coopérative comme la mutuelle ne peuvent pas aller sur le marché financier. Et dans ces conditions, vous ne risquez pas la financiarisation, le rachat par des fonds d'investissement, des opérations spéculatives qui bien souvent sont le prélude de délocalisation d'activités et d'emplois. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut regarder avec sympathie ce que peuvent faire les coopératives et les mutuelles pour stabiliser des fonds d'épargne et nous mettre un peu plus à l'abri de ces opérations financières qui déstabilisent le tissu économique. Par exemple, les parités monétaires entre l'euro et le yuan chinois font apparaître une sous-évaluation scandaleuse de la monnaie chinoise. Ça veut dire que non seulement les salaires ne sont pas très élevés, c'est peu dire, en Chine, mais en plus, la monnaie est totalement sous-évaluée. Par conséquent, lorsque des produits viennent de Chine en Europe, ils viennent à des prix totalement dérisoires.
Et ceci fausse largement la concurrence. On devrait obtenir des parités mieux équilibrées. Ce serait possible si l'Europe existait politiquement. Et si elle était en situation de parler d'un seul langage, alors qu'aujourd'hui, nos partenaires non européens sont tentés de traiter, tantôt avec les Français, tantôt avec les Britanniques, tantôt avec les Allemands. C'est une façon de nous diviser un peu et de ne pas permettre une expression politique européenne unitaire. Donc peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur l'Europe. C'est vrai que notre monnaie est un peu surévaluée par rapport au yuan chinois, par rapport au dollar américain. Est-ce à dire pour autant qu'on doit condamner la Banque Centrale Européenne? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, François Bayrou ne s'est pas aventuré, contrairement à Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal. C'est vrai que c'est commode quand notre monnaie apparaît trop forte de mettre en cause la politique conduite par la Banque Centrale Européenne. Or, la Banque Centrale Européenne remplit purement et simplement sa mission. Sa mission institutionnelle, c'est de veiller à la stabilité des prix. Et reconnaissez que nous avons des taux d'intérêt historiquement bas. Et ces taux d'intérêt bas, nous les devons à l'euro. Si l'Europe reste le parent pauvre de la croissance mondiale depuis 10 ans, c'est en Europe que la croissance est la plus faible par rapport au monde. Mais s'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas de politique économique européenne. Pour qu'il y ait une politique économique européenne, il faut une banque centrale européenne, mais il faut aussi un gouvernement économique européen. Or, nous ne sommes pas parvenus à mettre à côté de la Banque centrale européenne un gouvernement économique européen. Et voilà ce qui nous empêche de conduire une politique économique intelligente, comme le font les grands pays, comme le font les États-Unis d'Amérique, par exemple, où on pratique ce qu'on appelle le policy mix, où on met en synergie la politique budgétaire et la politique monétaire. On ne peut pas le faire en Europe parce qu'on a fait naître une monnaie qui est orpheline d'État. Et on dit cela, l'horizon européen reste à conquérir, mais n'allons pas croire que c'est l'Europe qui demain va régler nos problèmes à notre place, d'autant qu'aujourd'hui la voix de la France est inaudible en Europe. Inaudible parce que d'abord nous avons voté contre le projet constitutionnel, il n'y a pas si longtemps nos partenaires européens se sont réunis à Madrid sans nous, parce que nous faisons partie du petit groupe qui n'a pas ratifié le traité constitutionnel. Et voilà comment on se trouve dans un corner. Par ailleurs, comment voulez-vous faire partager votre point de vue, oserais-je dire notre modèle? Moi j'ai vécu ça quand j'étais ministre des Finances, j'avais à défendre les positions françaises. Autrement dit, nos partenaires devaient adopter notre modèle. Et on me disait, attends, ton modèle il est pas mal, mais au niveau du chômage, ça se passe comment en France? Vous dites que vous avez un droit social formidable. Ah très bien, mais le chômage, ça fait quoi? C'est ça le modèle que tu veux nous vendre? Et puis, dis-moi, ton déficit public, ça se passe comment? Quand vous êtes à la fois les champions du déficit public et les champions du chômage, comment voulez-vous avoir de l'autorité et vous faire entendre par vos partenaires? Donc si nous voulons demain peser dans l'Europe, il va falloir qu'on retrousse nos manches et qu'on engage un certain nombre de réformes. Mais ce qui est nouveau, c'est l'efficacité des moyens de transport. D'autant qu'aujourd'hui, on privilégie plutôt les transports de long cours. Et quand vous vous déplacez entre Givran et les Sables-d'Olonne ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous faites le plein de votre réservoir, vous mettez du carburant, vous payez une taxe qui est de 400% du prix du carburant. Mais si vous aviez à faire le plein du réservoir de votre avion ou de votre bateau pour ramener du granit de Chine vers la Vendée pour les bordures de trottoir ou des monuments funéraires, ce carburant-là est exonéré de toute taxe. Autrement dit, on allège le coût du transport au long cours et on fait peser sur le transport de l'économie de proximité des taxes considérables, puisque notre déficit public est considérable. Et quelques chiffres, si vous le voulez bien. Depuis 25 ans, on est en déficit systématique. La dette publique représentait 20% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce que produit la France chaque année, le chiffre d'affaires français annuel. 20% en 1980, 40% en 1990, et aujourd'hui 65-66%, un peu moins parce que le gouvernement a vendu quelques bijoux de famille, mais il ne faut pas croire qu'il a réglé le problème. On a un peu réduit le niveau de la dette, mais non pas parce qu'on maîtrise mieux la dépense, parce qu'on a vendu des concessions autoroutières
parce qu'on a fait quelques opérations de trésorerie, mais qu'on a anticipé le paiement de certains impôts, notamment d'impôts sur les sociétés payés par les grandes sociétés, mais on n'a pas réglé le problème de la maîtrise des dépenses publiques. Aujourd'hui, on emprunte pour financer des investissements, ça paraît assez sage, mais on emprunte aussi pour financer une partie des dépenses de fonctionnement. Une partie des salaires des fonctionnaires est payée et financée par le recours. Aujourd'hui, on emprunte pour financer des investissements, ça paraît assez sage, mais on emprunte aussi pour financer une partie des dépenses de fonctionnement. Une partie des salaires des fonctionnaires est payée et financée par le recours à l'emprunt. Donc le déficit public, il est de l'ordre de 2,5%. Pendant très longtemps, on était à 3%, même au-delà. On dit quelquefois 3%, c'est pas très élevé, c'est 3% du produit intérieur brut. Mais quand on sait que le budget de l'État, c'est 20% du produit intérieur brut, 3 rapporté à 20, ça fait 15%. Et 15%, ça veut dire qu'à partir de la fin du mois d'octobre, chaque jour, l'État doit emprunter l'intégralité de ce qu'il dépense. Or, quand on emprunte dans ces conditions, on pousse devant soi une montagne de dettes, et c'est un bien piètre héritage qu'on réserve pour nos enfants, puisque ce que nous n'avons pas eu le courage de financer nous-mêmes, nous n'avons pas eu le courage de faire les arbitrages pour réduire la dépense, et comme ça nous gênait de lever les impôts nécessaires, on a eu recours à l'emprunt. Ce sont donc nos successeurs qui devront en assumer le coût. Donc ceci ne peut pas continuer, et vous avez noté que c'est le premier engagement de François Bayrou. Et c'est peut-être ce qui donne du crédit à sa candidature et à son projet. Car il estime que la social économie, c'est d'abord et avant tout une solidarité, et la première d'entre elles, c'est une solidarité intergénérationnelle. Cessons de reporter sur nos enfants le coût des dispositions que nous n'avons pas le courage de financer nous-mêmes. Au-delà de la réforme de l'État et de la nécessité de rendre l'État performant, avec des indicateurs de résultats et de performance. Désormais, on présentera le budget de l'État non plus par ministère, mais par grande mission. Ce qui supposera que le politique dise clairement ce qu'il se donne comme objectif pour chacune de ses missions. Et que le Parlement passe beaucoup moins de temps à discuter le projet de budget qu'à examiner le compte-rendu. Refonder le pacte républicain sur l'impôt, pourquoi ? Parce que nous avons une législation fiscale qui est extrêmement compliquée. Ça peut faire le bonheur des avocats conseils en fiscalité, accessoirement des experts comptables. Mais franchement, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive plus à comprendre les grands principes généraux, qu'on ne sait plus très bien pourquoi on paye l'impôt, pourquoi certains ne paient plus d'impôts et que d'autres en paient beaucoup plus qu'ils ne voudraient en payer, et qu'on a le sentiment de vivre dans l'injustice. Jusqu'à maintenant, il était de bon ton, il était politiquement correct, lorsqu'un ministre présentait son budget, de dire, ben voilà, il y a ce qu'on va demander aux entreprises et ce qu'on va demander aux ménages. Les ménages, c'est chacun d'entre nous. Nous payons de l'impôt sur le revenu, des impôts de consommation, des impôts sur le patrimoine. Mais cette idée qui voudrait que les impôts payés par les entreprises et d'autres par les ménages est-elle juste? Correspond-elle à une réalité? Mesdames, Messieurs, y a-t-il un seul impôt payé par les entreprises qui, en définitive, n'est pas payé par les ménages? Je veux dire par là que quand une entreprise paie des impôts, il va falloir qu'elle s'organise pour répercuter dans le prix qu'elle facture à ses clients les impôts qu'elle a payés. Toute entreprise qui ne répercute pas le montant des impôts qu'elle a payés dans le prix qu'elle fait payer à ses clients ne survit pas. Alors, tant qu'on vivait en économie étanche, c'était pas trop gênant. Mais à partir du moment où on est en économie mondialisée, ceux qui veulent rester compétitifs sont tentés de faire des économies sur toutes les lignes de leurs charges. Et quand ils arrivent à la rubrique impôts, ils se disent que s'ils allaient produire ailleurs, ces impôts-là, ils ne les paieraient pas. Et voilà comment l'impôt peut devenir un facteur de délocalisation d'activité et d'emploi. Et parmi les impôts que paient les entreprises, je voudrais viser plus particulièrement les cotisations que paient les employeurs sur les salaires pour financer la politique de santé et la politique familiale. Est-ce que la santé, est-ce que la famille, ce sont des affaires qui concernent exclusivement les salariés? Vous répondez non. La santé, la politique familiale, ça concerne tous les Français. Et par conséquent, l'idée
de concentrer sur les salaires le poids du financement est peut-être une idée contestable. En tout cas, si vous concentrez le financement sur les salaires, vous aurez tôt fait de démontrer que l'assiette va se rétrécir parce qu'une partie des salaires vont partir ailleurs. Il y a une partie qui risque de partir au travail parallèle, au travail au noir, au travail clandestin, et puis des activités qui partiront à l'étranger, là où on ne supporte pas cette contrainte. Donc je crois que c'est juste de poser comme objectif la suppression des cotisations d'assurance maladie et de politique familiale. Pour éviter d'avoir à déplacer des sommes trop considérables, je propose de ne pas exonérer les salaires de la fonction publique, parce que ces salaires-là ne sont pas délocalisables. Et donc de nous en tenir aux salariés de la sphère privée, de l'économie marchande. Ça fait grosso modo une quarantaine de milliards pour les cotisations d'assurance maladie et à peu près 25 milliards pour la politique familiale. Comment peut-on financer autrement ces 65 milliards? Alors, on pourrait imaginer un impôt sur la fortune, genre ISF. Mais je vous rends attentif au fait que la France est dans une situation singulière. La Suède vient de décider de supprimer l'impôt sur la fortune. Et pratiquement tous les pays ont supprimé cet impôt. Et aujourd'hui en France, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a au moins 2 fortunes chaque jour qui quittent le territoire national. Je considère que c'est très immoral, que c'est scandaleux. Le problème n'est pas là, le problème c'est que c'est une donnée. Et que si on en rajoute, ça ne fera pas 2 fortunes, ça en fera peut-être 3. Un impôt sur le revenu, alors. Ça peut être la CSG, mais la CSG est déjà à 9-10%, ce qui n'est pas mince. Et aller au-delà, c'est mettre en difficulté le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ça pourrait être l'impôt progressif sur le revenu, ce qu'on appelle l'IR. Mais là, le barème vient d'être modifié pour le rendre compétitif avec les pays voisins de la France. C'est une voie périlleuse. En revanche, nous avons des particularités dans notre fiscalité sur le revenu qui rendent bien peu lisible notre barème. Nous avons ce qu'on appelle des niches fiscales. Et donc, un certain nombre de gens nous expliqueront ce qu'il faut faire pour payer moins d'impôts. Il y a des abattements, des réductions, des déductions, des crédits d'impôts. Et puis, il y a des défiscalisations. Vous achetez une part dans une société d'exploitation d'un avion aux Antilles, ou bien vous achetez pour tant d'euros des parts dans un hôtel à la Guadeloupe, à la Martinique, ou même en Polynésie française, et avec ça, vous ne payez pas d'impôt. Je pense que ça n'est pas très normal. Et que si on peut admettre qu'il y ait quelques particularités fiscales, il faut que les avantages qui en résultent soient plafonnés. Et en plafonnant ces avantages, nous pouvons récupérer, à mon avis, quelques 4 ou 5 milliards d'euros. Mais ça ne suffira pas pour financer les exonérations de cotisations sociales. Alors que reste-t-il? Il reste la consommation. Alors, comment peut-on s'y prendre? La proposition que je fais, qui peut être étonnante, c'est d'augmenter le taux de TVA et que ce supplément de TVA vienne financer la protection sociale, se substituer aux cotisations sociales. Alors, immédiatement, j'entends Madame Royal qui dit mais on va augmenter les prix, c'est scandaleux, c'est un impôt extrêmement injuste. Est-ce que c'est injuste? Réfléchissons un instant. Si vous consommez des produits qui viennent de l'étranger, des produits ou des services, les produits et services qui viennent de l'étranger, en tant que consommateur, vous ne participez en aucune façon au financement de la protection sociale, puisque ces produits n'incorporent pas de travail français et par conséquent pas de cotisation sociale. En tant que consommateur, vous ne participez pas au financement de la protection sociale. Si en revanche vous consommez des produits ou des services issus du travail français, alors là, en tant que citoyen consommateur, vous participez au financement de la protection sociale, puisque les salaires sont assortis de cotisations sociales qui financent la santé et la politique familiale. Où est la justice? Il y a d'un côté ceux qui participent au financement et de l'autre côté ceux qui consomment des produits importés et qui s'exonèrent d'une participation à ce financement. Si nous créons un impôt de consommation, ça veut dire que tous les consommateurs participeront, qu'ils consomment des produits importés ou qu'ils consomment des produits issus de nos ateliers. Il y a ceux qui disent que ça va créer de l'inflation, Madame Royal a dit ça, ça va créer de l'inflation.
Elle a tort de dire cela et je voudrais vous en convaincre. Si nous exonérons ces cotisations, qui représentent 18,2% des salaires, nous faisons baisser le prix de revient des produits. Et s'il y a un vrai grand débat devant la nation le jour où on fait ce basculement, je n'imagine pas un seul instant que les chefs d'entreprise confisqueront l'allègement de charges sociales pour ne pas le restituer aux consommateurs. Donc le prix hors taxe des produits baissera. Aujourd'hui, prenez l'exemple d'un produit qui vaut 100 € hors taxe. Le consommateur va le payer 119,6 puisque la TVA est 19,6%. Demain, si vous exonérez de cotisations sociales, les prix seront inférieurs à 95 alors qu'ils sont à 100 aujourd'hui, hors taxe. Prenons 95 et appliquons à 95 un taux de TVA de 25%. Ça veut dire que les 5,5% supplémentaires servent à financer la protection sociale. Eh bien, 25% appliqués à 95, ça fait 23,75. 95 plus 23,75, ça fait 118,75. Et 118,75, ça fait moins que 119,6. Autrement dit, demain, le consommateur de produits français paiera moins que ce qu'il paie aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de risque d'inflation. Quand nous exporterons avec l'exclusion des cotisations sociales. Donc, nous serons plus compétitifs à l'exportation. Voilà donc ce dont il s'agit. Et voilà pourquoi je persiste en proposant cette TVA sociale. Il y a ceux qui disent, mais quand on augmente la TVA, ça met tout par terre. Je me souviens encore de ce que disait Thierry Breton lorsqu'il montait à la tribune, tu t'en souviens, Jean-Claude, pour nous présenter sa loi de finances. Il disait, voilà, j'imagine que 2007 va être une bonne année pour la croissance. Croissance robuste pour la France. Ah, il n'y a qu'une incertitude, c'est que les Allemands ont décidé d'augmenter la TVA. Alors ça va casser la croissance en Allemagne et ça aura un impact très négatif en France. Parce que du côté de Bercy, on n'aime pas beaucoup ces changements-là. Les modèles économétriques ont été faits en des temps d'économie étanche. Ils n'ont jamais été modifiés et donc on ne peut rien en sortir. En Allemagne, que se passe-t-il? En effet, la TVA a augmenté de 3 points. Il est vrai que les taux étaient inférieurs aux nôtres. Mais enfin, avec 3 points, j'écoutais encore il y a peu de temps le ministre conseiller de l'ambassade d'Allemagne en France. Les Allemands avaient prévu que la croissance pour 2007 serait, ils avaient prévu ça fin 2006, que la croissance serait autour de 2,1, 2,2. Ils viennent de réviser leur taux de croissance qui va être, d'après eux, au moins 2,8. Ça veut dire que ça se passe bien. Et donc, François Bayrou, pour l'immédiat, a pris 2 engagements pour l'emploi. Il dit d'abord que toutes les entreprises qui créeront 2 emplois, quel que soit leur effectif aujourd'hui, pour 2 emplois nouveaux, exonération pendant 5 ans de cotisation sociale. Ce qui est une mesure certainement utile et qui peut permettre un rebond de l'emploi. Elle coûte à peu près 8 milliards d'euros. Et puis, il propose aussi, François Bayrou, de sortir du régime contraignant des 35 heures en proposant d'exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires. Et il propose que les heures supplémentaires, pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui participeraient à ces heures supplémentaires, qu'elles soient payées 35% plus cher. Et pour que l'entreprise n'ait pas à subir un coût pénalisant, il exonère les charges sociales sur les heures supplémentaires. Je voudrais vous dire maintenant que François Bayrou tient un discours très pro-entreprise et spécialement pro-PME. Il propose et il défend avec force et à raison ce que nous appelons le Small Business Act à la française. De quoi s'agit-il? Il s'agit de transposer en France et en Europe ce que les Américains ont très bien fait dès 1953. Les Américains ont conscience qu'il faut aider les PME. Et en 1953, alors que ce pays est le modèle de la concurrence parfaite, en 1953, les Américains ont voté un dispositif pour dire que la commande publique, la puissance publique, doit réserver une part de ses achats aux PME. Quand les États-Unis sont entrés dans l'Organisation mondiale du commerce, ils ont dit très clairement à leurs partenaires qu'ils n'entreraient pas dans l'OMC si le Small Business Act était remis en cause. Ça n'était pas discutable. L'Europe n'a rien demandé, et la France non plus d'ailleurs. Ce qui peut être regrettable, ça n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait à cette époque qu'il ne faut pas y revenir.
Je pense, comme François Bayrou, que la commande publique peut beaucoup aider les PME. Il ne s'agit pas, par la commande publique, de maintenir un canard boiteux en vie. Il s'agit d'avoir un achat public intelligent et d'aller vers les PME qui assurent les fournitures aux hôpitaux, à l'État, éventuellement aux collectivités territoriales. Et lorsqu'on constate qu'elles ont des difficultés pour se moderniser, pour s'adapter, je crois qu'il faut que l'acheteur, à ce moment-là, les aide à se moderniser, à devenir plus compétitives, éventuellement à se regrouper. Vous savez qu'en France, bien souvent, les PME sont trop petites par rapport à l'Allemagne, où les PME sont, pour certaines, beaucoup plus importantes en effectifs et en capitaux mobilisés. Proposition, je vais sortir un tout petit peu du domaine économique pour dire qu'avec avec nos propositions, nous n'oublions pas non plus la solidarité. Et parmi les priorités que François Bayrou a fixées dans ce programme que Jean-Claude et toute l'équipe de soutien de François Bayrou va distribuer, vous avez remarqué qu'il a une attention particulière pour nos aînés, puisqu'il propose la revalorisation du minimum vieillesse, qui aujourd'hui est de l'ordre d'un peu plus de 50% du SMIC, pour le passer à 90% du SMIC, ce qui est un témoignage de solidarité. Dans les propositions que fait François Bayrou, vous avez noté qu'il n'y a que 21 milliards de dépenses supplémentaires et que ces 21 milliards sont intégralement financés par des économies, par des mesures de resserrement de certains crédits, de certaines dépenses publiques. Il est le seul des trois candidats, je vous dis les trois candidats, parce qu'aujourd'hui, il est entré dans le trio et qui peut prétendre être présent au second tour. François Bayrou a été extrêmement rigoureux sur ses propositions, ce qui n'a pas été la règle suivie tant par Madame Royal que par Monsieur Sarkozy. C'est pour cela qu'il faut en sortir, c'est pour ça qu'il faut être lucide et courageux, et c'est ce qui donne tout son crédit au projet de François Bayrou. Vous avez compris que notre préoccupation au soir de l'élection, c'est pas de nous dire que la droite a gagné, ou bien que la gauche a gagné. Notre souci, c'est de pouvoir nous dire que la France a gagné. Mes chers amis, j'ai parlé trop longtemps pour ce propos introductif. Je suis maintenant à votre écoute pour répondre aux questions que vous souhaiterez poser ou entendre vos observations. Merci. Vous m'entendez? Bon. J'ai été très intéressé par les précisions que vous avez sur la TVA sociale ou l'addition sociale à la TVA. Mais très souvent dans ma carrière, on se heurte à des accords que nous avons pris avec d'autres Européens et on ne dispose pas nous-mêmes, on ne peut pas prendre de décision sur le montant de la TVA. C'est ce que je croyais en tout cas. C'est ce que vous croyez, mais je voudrais dissiper cette crainte. La seule contrainte européenne résulte d'une directive de 1991 qui a posé le principe que la TVA devait comporter un taux normal et que chaque pays pouvait adopter un taux réduit. Et cette directive a énuméré limitativement les produits et les services qui peuvent bénéficier de ce taux réduit. C'est ainsi, par exemple, que nous avons laissé les prestations de la restauration et de l'hôtellerie au taux normal. Et que lorsque la France a voulu répondre à une préoccupation de la profession, d'aller vers le taux de 5,5, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce que la restauration n'était pas dans la liste limitative des produits et des services susceptibles d'être admis au taux réduit. Mais chaque pays peut fixer son taux normal et son taux réduit. C'est ainsi que les Danois ont pu fixer leur taux normal et la plupart des pays scandinaves à 25% pour la TVA. C'est ainsi que l'Allemagne a pu passer de 15% à 18% au 1er janvier de cette année. Mais ce que nous ne parvenons pas à faire, c'est à faire passer un produit qui est classé taux normal dans la catégorie de taux réduit. Oui, je reviens aussi sur l'histoire de la TVA, parce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Bon, taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur la valeur ajoutée sociale.
Ouais. Est-ce que ce sera 2 taxes différentes ajoutées? Non. Non. Donc, ce serait bien une augmentation Du taux de TVA. du taux de TVA. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a des choses que vous n'avez pas parlé, mais moi je crois que si on veut faire une égalité dans les professions en France, il faut aller vers ça le plus vite possible. Non. Non, donc du tout, c'est bien. Donc, à partir de ce moment-là, bon, il y a des choses Du taux de TVA. que vous n'avez pas parlé. Mais moi, je crois que si on veut faire une égalité dans les professions en France, il faut aller vers ça le plus vite possible. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui embauchent beaucoup de main-d'œuvre sont très pénalisées. On fait des chiffres d'affaires, des profits énormes avec 3 secrétaires, 2 ordinateurs et des choses comme ça. Et moi, je suis agriculteur et je suis bien placé pour le. Si on ne payait pas de charges sociales, ce serait une bouffée d'oxygène énorme, et que ce soit prélevé sur la TVA. Bien sûr. Et c'est l'idée. et c'est très injuste au niveau agriculture. Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui touche 1400 francs de retraite, qui a tous ses trimestres, c'est une honte. Donc, moi je dis en tant qu'agriculteur, vivement ce changement. Merci de cette appréciation. J'en ai souvent discuté avec vos organisations professionnelles et j'ai senti qu'il y avait une approbation sur ce principe. C'est évident, on est complètement marginalisé. Dans une économie mondiale, TVA 5,5. dans une économie mondiale, si vous... mais la TVA 5,5, elle, dans mon esprit, elle passerait à un taux qui serait de peut-être 10%, quelque chose comme ça. Très bien. On garderait un taux réduit, si vous voulez, Oui. mais à un niveau plus important. Et je pense qu'il serait intéressant ensuite de revoir le document auquel je faisais référence. Et là, il faut le revoir avec l'ensemble des Européens. Je pense qu'il y a 2 types d'économies. Il y a l'économie qui est soumise à la concurrence internationale. Cette économie-là, ce sont les pays, les produits chinois qui viennent concurrencer les produits européens. Donc là, on peut mettre le taux le plus élevé pour exonérer au maximum les cotisations sociales. Et puis, il y a ce qui relève de l'économie de proximité, par exemple la restauration, la réparation, le garagiste, le coiffeur, toutes ces activités qui ne risquent pas, en tout cas dans l'immédiat, d'être reprises par des concurrents étrangers, parce que c'est vraiment la proximité immédiate. La seule concurrence possible, c'est le marché dérégulé, c'est le marché parallèle, c'est le marché noir, c'est le marché clandestin. Bon. Donc, je suis conscient que si on met des taux trop élevés pour ce qui est susceptible de basculer dans le marché clandestin, la tentation est quelquefois un petit peu. Quant à l'agriculture, les produits d'agriculture, ils sont dans les produits de première nécessité, puisque c'est des produits alimentaires. Donc à ce moment-là, on passerait d'un taux de 5 à 10%. Voilà l'idée que je m'en fais. Vous n'avez rien dit des serments de l'application de l'impact des 35 heures dans le secteur public. Je pense en particulier au secteur hospitalier, qui est malmené, qui a été malmené par la mise en œuvre des 35 heures, avec objectivement une diminution de la qualité et du temps disponible pour les professionnels de la santé pour prendre en charge les malades. C'est une vraie discussion sociale. La plupart des fonctionnaires, et notamment dans la fonction publique hospitalière, les infirmières, les aides-soignants, soulignent à quel point les 35 heures n'ont pas été un progrès. Ça crée un stress, des conditions de travail extrêmement difficiles. Moi, je pense qu'il faudra revenir sur ces questions. En ce moment, nous observons que l'Allemagne est en train de s'en sortir. Mais observez ce qui s'est passé en Allemagne depuis 5 ans. Des discussions extrêmement difficiles. Le gouvernement Schröder est passé par des tensions extrêmes. Mais bien souvent, avant les dernières élections qui ont abouti à la désignation de Mme Merkel comme chancelière et à la constitution d'un gouvernement d'union nationale, c'est un peu l'idée de François Bayrou, bien avant, les Allemands ont fait passer des réformes dans lesquelles l'opposition s'abstenait pour ne pas y faire obstacle. Le drame dans un pays, c'est que quand la majorité et l'opposition se combattent systématiquement,
vous ne parvenez pas à faire passer les mesures difficiles. Et ce qu'il faut également, c'est que nous puissions avoir des syndicats. Je pense qu'on a besoin de syndicats puissants. Il n'est pas normal que dans certains secteurs, il y ait aussi peu de salariés syndiqués. Si on veut que les syndicats soient partie prenante aux négociations, encore faut-il qu'ils soient représentatifs. Et je citais le cas du Danemark qui a fait des réformes assez extraordinaires. Le Danemark a fait des réformes dans le financement de la protection sociale, comme je vous l'ai indiqué. Mais il a également introduit de la flexibilité. Au Danemark, ils ont dit, si on veut créer de l'emploi, il faut faciliter le licenciement. Politiquement, c'est pas correct de dire ça comme ça. Et pourtant, c'est ça qui fait que ça marche, à condition, bien sûr, que lorsque quelqu'un perd son emploi, il soit pris en charge immédiatement par la collectivité pour ne pas subir de préjudice, et que les services de formation professionnelle, les services de reclassement le suivent immédiatement pour le remettre dans le bateau le plus vite possible. Les Allemands sont parvenus à remettre en cause la durée du temps de travail, à remonter à 38, 39 heures et même 40 heures dans la sphère publique, sans augmentation de salaire. Donc, je fais l'hypothèse que pour y parvenir, il faudra mettre sur la table les données, qu'il faudra que chacun se responsabilise dans l'opération. Mais ça ne peut pas être une mesure, en tout cas c'est notre point de vue, nous, autour de François Bayrou. Je suis majoritaire, je vote ça tout de suite. Si demain tout le monde est dans la rue, on ne va pas en sortir, on voit bien ce qui s'est passé à maintes reprises. Donc pour que ça marche, il faut qu'on puisse rassembler bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Et que la gauche comme la droite, en tout cas ceux qui à gauche et à droite sont raisonnables, conviennent de conjoindre leurs efforts pour y parvenir. Et ne pas laisser croire que si eux étaient au pouvoir, ils s'y prendraient autrement, parce qu'on tire tout le monde vers le bas dans ces cas-là. Et à l'heure de la mondialisation, je crois que chacun a compris qu'on ne peut pas continuer ainsi. Qu'il faut un sursaut d'abnégation pour faire taire ces clivages stériles qui nous ont mis dans les pires difficultés et qui ont beaucoup fragilisé la France. Rien n'est perdu, naturellement, mais il serait fâcheux de tarder. Vous posez une question essentielle. Je ne peux pas y répondre d'une manière tranchée. Je dis simplement que c'est dans cette direction qu'il faudra aller. Forcément. On a bien vu dans la sphère publique, écoutez, on a dû créer 750 000 postes de fonctionnaires en une dizaine d'années. Et après, on s'étonne du poids des prélèvements obligatoires. Je ne suis pas là pour stigmatiser les fonctionnaires, j'ai le plus grand respect pour eux. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. Et c'est de l'illusionnisme et de la gesticulation. Je vois Madame Royal qui dit, voilà, ce que je vais faire, je vais créer des emplois pour les jeunes non qualifiés. Ils seront mis à la disposition des entreprises et payés par l'État. Ça va pas être bon marché, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle recrée le CPE, qui avait mis tous les jeunes dans la rue. Elle met les jeunes à la disposition des entreprises, non pas pour 2 ans, mais pour 1 an. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an? Donc, méfions-nous de ces formules à l'emporte-pièce. Monsieur le ministre, on parle beaucoup d'endettement, et généralement sur une entreprise, on est en face, donc l'endettement, on est en face les fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire les richesses de l'entreprise. J'ai pu comprendre qu'au niveau de l'État français, on n'avait pas une notion exacte de ce qu'était cette richesse. C'est-à-dire que l'inventaire était toujours en cours. Est-ce que c'est exact ou... Alors, on est en train d'essayer de doter l'État d'une comptabilité qui ressemble à une comptabilité d'entreprise. Certains ont pensé qu'on privatisait la comptabilité publique. En fait, les principes comptables sont des principes internationaux. Ils ne sont pas publics, ils ne sont pas privés. Ils ont pour objet de donner une image fidèle de la gestion et des résultats et du patrimoine. Et jusqu'à maintenant, l'État n'a jamais publié de bilan certifiable. De recenser les actifs, de les évaluer, de recenser les dettes, la dette négociable. La dette de l'État négociable, c'est à peu près 950 milliards. La dette des collectivités territoriales, ça doit être à peu près 150 milliards. Et puis la dette de la sécurité sociale, de la MSA,
c'est à peu près 100 milliards. On a même fait des dettes pour financer la protection sociale. Donc, il y a un moment où on emprunte pour financer les dépenses d'assurance maladie. Ce qui est quand même très, très préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va avoir le bilan de l'État. Il est en cours de préparation. La LOLF dont j'ai parlé, elle s'applique à compter du 1er janvier 2006. Et donc le gouvernement est en train de ramer en ce moment pour préparer le bilan d'ouverture, c'est-à-dire la situation au 1er janvier 2006. Et j'ai peur que cette situation ne soit pas tout à fait celle que j'attends. Parce que quand vous prenez l'actif, vous voyez bien ce qu'il peut y avoir dedans. En dehors du fait qu'on aura du mal à évaluer le château de Versailles ou Notre-Dame de Paris, il y a des actifs, ces monuments historiques, qu'on ne pourra valoriser que par rapport aux travaux qu'on a faits et qui ne sont pas encore amortis. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de valeur marchande. Mais ayant dit ça, on aura à l'actif, avec les participations que détient l'État, parce que vous savez que l'État est actionnaire d'EDF, de Gaz de France, encore un peu de Renault, et bon, il y a des titres de participation. Il y a un peu de trésorerie disponible, il y a des créances, prêter de l'argent à des États étrangers. Bon, est-ce qu'il faut passer les provisions pour créances douteuses ou pas? Ça aussi, c'est une question qu'on va se poser, dans certains cas. Ça fait un actif qui fera à peu près, semble-t-il, 500 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il y a au passif? Au passif, il y a déjà la dette négociable, 950 milliards. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des dettes de retraite? Au fil des années, les fonctionnaires ont acquis des droits à la retraite. Il y a ceux qui sont au travail et puis il y a ceux qui sont en retraite. Mais globalement, dans une entreprise, on passe une provision. Quand on ne fait pas appel à un assureur vieillesse, on passe des provisions que l'État n'a jamais passées. Donc si on passait les provisions, il y en a pour à peu près 900 milliards. Alors, en valeur actuelle, ça fait sans doute un petit peu moins. Mais vous avez compris que c'est quand même 7 ou 800 milliards pour les retraites, 900 milliards pour les dettes négociables, les bons du Trésor qui ont été émis au fil des années. Vous aurez donc un passif qui sera entre 1500 milliards et 1800 milliards, et à l'actif, vous aurez 500 milliards. Situation nette positive de 1000 milliards. Alors, il faudra faire un peu de pédagogie avant de publier ça, parce que la plupart des États du monde sont dans cette situation, il faut le savoir quand même. Donc, ne nous énervons pas autour de cela, mais ayons conscience de cela pour comprendre qu'on ne peut pas continuer à creuser le trou du déficit et à accumuler une montagne de dettes. Bonne soirée et partageons ensemble le verre de l'amitié.